Donc voilà, je recommence. Je vous remercie, Monsieur Mérieux, d'avoir accepté notre invitation à cette journée d'études. Et votre présence, évidemment, parmi nous, nous honore beaucoup. Si. Les personnes présentes ici en nombre connaissent très certainement votre parcours d'enseignant, de pédagogue, de chercheur et de militant. Je n'égrènerai donc pas la longue liste de vos différentes fonctions. Cependant, afin de vous présenter brièvement, j'aimerais faire référence à votre avant-dernier ouvrage, qui est Ce que l'école peut encore pour la démocratie, ouvrage dans lequel vous avouez vos péchés tout en retraçant vos parcours. Vous avez péché, dites-vous, en pensée, en rêvant d'un monde que l'éducation rendrait plus solidaire. Vous avez péché par action, en cherchant à mettre moins de désinvolture et plus de générosité dans les institutions auxquelles vous avez participé. Vous avez péché par omission, en négligeant parfois de préciser qu'il n'y a pas de véritable émancipation sans contenu culturel exigeant, qu'il n'y a pas de méthode qui ne soit au service d'une transmission rigoureuse des savoirs. Je n'oserais pas dire que je vous pardonne, car qui suis-je pour cela? Par contre, quand j'ai lu votre confession, les parentés avec les combats de la paix m'ont paru évidentes et expliquent en très grande partie pourquoi nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. En effet, tout comme vous, nous sommes convaincus de l'éducabilité de tous. Tout comme vous, nous désirons, et je vous cite, amener les élèves vers les savoirs les plus élaborés par un questionnement rigoureux et une exigence farouche. Tout comme vous, nous plaidons pour une pédagogie exigeante, basée sur une transmission culturelle de haut niveau. Tout comme vous, nous militons pour transmettre à chacun les outils de son émancipation afin de lutter contre les inégalités et les injustices. Tout comme vous, nous nous battons pour une école de la mixité scolaire, pour une école lieu de rassemblement, de socialisation et de fabrique du commun, pour une école vraiment démocratique. Alors pour toutes ces raisons, merci encore d'être là et de continuer à vous battre. Je vous laisse donc la parole. Merci. Bien, rebonjour à toutes et tous. Merci de votre présence. Alors, nous avions convenu avec Nico Hirt d'intituler cette rencontre cet après-midi, cet atelier, l'individualisation, solution ou problème de l'école. Bien sûr, je vais parler avec un point de vue un peu extérieur à celui qui est le vôtre ici en Belgique, mais qui quand même se rapproche beaucoup de ce que vous pouvez vivre, qui est le point de vue de ce que nous observons essentiellement, évidemment, en France. Alors, je vais structurer mon propos en 4 temps, relativement courts chacun, et à la fin de chaque temps, on pourra prendre un moment pour discuter de ce que j'aurais dit, et puis on aura une discussion plus large, si vous voulez bien, à la fin de l'exposé. Donc, un premier temps sera consacré, je vais essayer de faire relativement vite, même si c'est un peu long, à l'histoire de la question de l'individualisation. Un second temps sera consacré à un regard plus pédagogique sur ce qui se passe dans les classes et dans le système scolaire en matière d'individualisation. Un troisième temps interrogera les types d'individualisation auxquels nous assistons. Et je consacrerai un 4e temps au rapport qui me paraissent extrêmement importants aujourd'hui entre l'individualisation et le numérique. Voilà. Donc 4 temps. Entre chaque temps, on peut débattre et on pourra débattre plus longuement à la fin de chacun d'entre eux, si vous êtes d'accord. Premier temps, l'individualisation, une histoire déjà ancienne. Alors, peut-être pourrais-je revenir pour démarrer à ce qui s'est passé au tout début du 19e siècle dans nos systèmes scolaires occidentaux. Dans les années 1800-1830, nos systèmes scolaires occidentaux se cherchent. Ils ne sont pas structurés du tout comme ils le sont aujourd'hui, et il y a globalement 3 formes scolaires qui subsistent ou émergent. D'une part, subsiste la forme scolaire moyenâgeuse, qui subsiste très peu, mais qui quand même subsiste ici ou là, en particulier dans les campagnes, qui est une forme scolaire fondée sur un enseignement entièrement individuel.
Cet enseignement se fait de la manière suivante. Il y a un maître dans un grand espace, qui est en général une grange plus ou moins aménagée. Cette grange est occupée par des tas de gens, et le maître fait venir à côté de lui les élèves un par un, et leur donne à chacune ou à chacun un enseignement entièrement individuel qui est fonction de ce qu'on appelle l'écolage, c'est-à-dire de ce qu'ont donné les parents au maître. Si les parents ont donné au maître un poulet, eh bien, l'enfant aura droit à une demi-heure ou 3/4 d'heure d'enseignement de la lecture. S'ils n'ont donné qu'un petit peu de pain, il aura droit qu'à 10 minutes. Et cet enseignement était et demeure encore au début du XIXe siècle entièrement individuel. Il n'y a rien de collectif. Le maître fait venir à son bureau chaque élève séparément et lui donne un enseignement individuel, proportionnel à ce qu'ont donné les parents au maître. Ce système perdure encore pendant tout le XVIIIe siècle. Au début du XIXe siècle, il existe deux autres systèmes qui, eux, sont en train de monter en puissance. Ce que l'on appelle l'école simultanée. Alors, l'école simultanée, c'est l'école telle qu'elle a été pensée par un célèbre prêtre catholique qui s'appelle Jean-Baptiste de La Salle et qui est fondée sur un principe relativement simple, tellement simple qu'il en est devenu aujourd'hui quasiment une banalité. Toute classe doit être construite sur l'idée de rassembler 20, 30 ou 40 personnes du même âge, du même niveau, et qui font la même chose en même temps sous l'autorité du maître. Cette rationalisation de l'enseignement, telle que la propose Jean-Baptiste de La Salle, n'était pas du tout une évidence au moment où il l'a proposée. Ça devient progressivement une évidence pour les partisans de l'école simultanée, qui demandent que les écoles soient structurées en différents niveaux, au moins 3 niveaux pour l'école primaire, au moins 3 niveaux pour l'école secondaire, au moins 3 niveaux pour l'université. Le principe qui régit l'école simultanée, c'est le principe d'homogénéité. Il faut que les élèves soient les plus ressemblants possible, les plus proches les uns des autres, et ils écoutent le même cours qui, en même temps, les instruit des mêmes savoirs, au même rythme et de la même manière. École simultanée. Il y a un troisième modèle à côté de l'école individuelle, reliquat du Moyen-Âge, et de l'école simultanée créée par Jean-Baptiste de La Salle. Il y a un troisième modèle qui est le modèle de l'école mutuelle. L'école mutuelle vient pour partie de Grande-Bretagne, Lancaster et Bell, pour partie d'un certain nombre de congrégations religieuses tournées essentiellement vers les pauvres, comme Charles d'Émiat par exemple, la congrégation de Charles d'Émiat. Le principe de l'école mutuelle, c'est des classes hétérogènes. Donc on va vers des classes d'enfants de 5 à 15 ans dans la même classe. Des classes hétérogènes beaucoup plus nombreuses, puisqu'on va jusqu'à 100, voire 150 enfants par classe. Des classes beaucoup plus nombreuses qui vont être organisées sur la base du monitorat des grands élèves vers les plus jeunes. C'est-à-dire que le maître fait venir auprès de lui les élèves un peu plus avancés, leur donne un certain nombre de consignes et organise et supervise l'enseignement qui est donné par les plus âgés et les plus avancés vers les plus jeunes et les plus en difficulté. Tout ça est organisé de manière extrêmement rationnelle, dans des temps extrêmement construits et avec des outils extrêmement précis, des livres de lecture, des panneaux, des systèmes de tablettes et d'ardoises, etc., etc. Le principe de l'école mutuelle, c'est donc que c'est au sein de la classe et en fonction de l'hétérogénéité, non pas de l'homogénéité des élèves, que va s'effectuer l'enseignement. 1830-1832, arrive au pouvoir en France Guizot. Guizot, qui n'est pas un républicain, qui n'est pas un démocrate, et qui se trouve confronté en tant que ministre de l'instruction publique à ces 3 modèles. Il y a une très grosse querelle, il va falloir arbitrer entre ces 3 modèles. On abandonne le modèle moyenâgeux, qui est à la fois coûteux et inefficace, et on se focalise sur les 2 modèles de l'école simultanée et de l'école mutuelle. Il y a une querelle terrible qui a lieu aussi en Belgique, qui a lieu aussi à Bruxelles,
entre les partisans du modèle simultané et les partisans du modèle mutuel. Les partisans du modèle simultané, pour faire gros, c'est les conservateurs catholiques. Les partisans du modèle mutuel, ce sont, pour faire gros, les protestants progressistes. Voilà. Les partisans du modèle simultané veulent une école qui endoctrine et, comme le dit Guizot, qui gouverne le peuple. Or, la garantie du gouvernement du peuple, c'est d'avoir un maître qui impose un enseignement à des élèves, supposés le recevoir de manière simultanée et équivalente. À côté de ça, les partisans de l'école mutuelle disent que, au contraire, ce qui est important, c'est d'éviter l'emprise d'un maître et de démultiplier la transmission des savoirs à travers les différentes compétences qui existent chez les élèves. La bataille est extrêmement rude. En 1832, Guizot impose le modèle simultané et interdit le modèle mutuel. L'école mutuelle est interdite en 1832. Guizot l'interdit en se ralliant radicalement à la droite réactionnaire catholique et en se calant sur le modèle religieux issu de Saint Jean-Baptiste de La Salle. C'est le triomphe de ce que nous appelons, nous, dans la recherche, la forme scolaire. La forme scolaire, c'est au fond l'idée que, pour enseigner, il faut réunir les enfants par tranche d'âge, de la manière la plus homogène possible, et leur faire faire la même chose en même temps, sous l'autorité incontestable du maître. C'est la forme scolaire. Cette forme scolaire va se préciser au fur et à mesure des années. Au début, il n'y a pas le segment de l'heure scolaire. On va progressivement construire la journée scolaire en heures de cours, et ainsi de suite. Mais la forme scolaire va s'imposer progressivement. Elle va tellement s'imposer progressivement qu'aujourd'hui, quand on fait des enquêtes d'opinion pour demander aux gens ce que c'est qu'une école, et qu'on leur demande de décrire une école, ils décrivent à peu près toujours le modèle simultané, c'est-à-dire ils pensent que l'école a de toute éternité été constituée de classes de 30 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps. Et il y a comme ça une espèce de fantasme qui consiste à croire qu'il y aurait un Dieu un jour sur un mont du Sinaï pédagogique qui aurait dicté des tables de la loi en expliquant que l'école de toute éternité sera constituée de classes de 30 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps. Guizot était pas du tout naïf quand il imposait cela. Il voulait délibérément, il le dit lui-même, brider les velléités révolutionnaires du peuple. Il dit très clairement que l'école simultanée, c'est pour endoctriner les citoyens et leur faire intégrer le modèle national. Il dit très clairement que quand deux élèves discutent entre eux, il faut les séparer, que c'est parce qu'ils conspirent contre le maître. Et que le pouvoir du maître ne supporte pas de partage. Il écrit « Le pouvoir du maître ne supporte pas de partage ». Donc, pas question de laisser les interactions entre élèves se développer. Cet acte 1832, interdiction du modèle mutuel, imposition du modèle simultané, va être complètement déterminant et nous en sommes les héritiers. Nous en sommes les héritiers parce que le modèle simultané est toujours la matrice de nos systèmes scolaires. Nous en sommes non seulement les héritiers, mais nous avons exporté ce système scolaire dans le monde entier. C'est-à-dire que l'Occident, à travers la colonisation, a exporté le modèle simultané dans une multitude de pays et de continents qui ne le connaissaient pas. C'est un modèle dont il faut bien dire qu'il est daté, il apparaît à un moment donné de l'histoire, pour des raisons idéologiques, techniques aussi, ça permet de gérer les flux d'une manière plus facile, organisationnelle, et de prise en main du système. Simultanément au modèle simultané, Guizot construit les écoles de formation d'enseignants qu'il appelle les écoles normales. Si on les appelle les écoles normales, c'est parce qu'elles sont normalisatrices, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour faire rentrer les gens dans la norme. Non. Et il crée simultanément le corps des inspecteurs pour vérifier que tout le monde est bien dans la norme. Donc nous sommes à une période très claire où il s'agit de normaliser le système scolaire. Cette période va d'ailleurs s'enchaîner avec un mouvement de taylorisation
de l'activité scolaire qui interviendra normalement au moment de la révolution industrielle. Cet acte créateur marque une forme d'interdit de l'individualisation. D'interdit de l'individualisation et de primauté absolue d'un collectif qui n'est pas constitué d'élèves en interaction, mais d'élèves juxtaposés qui reçoivent chacun simultanément le même enseignement du maître. Il n'y a pas d'individu. L'individu est nié, et on dit donc, dans les textes qui sont publiés à l'époque de Guizot, l'école doit transformer l'enfant en élève. Quand l'enfant rentre dans l'école, il n'est plus un enfant, il est un élève. Il est un élève indifférencié, il n'a plus de passé, il n'a qu'un présent. Il y a un célèbre texte quasiment mythologique en France où on voit des élèves qui arrivent un matin vers l'école. Alors il y a le fils du notaire, il y a le fils du paysan, il y a le fils de l'ouvrier, il y a essentiellement des garçons à l'époque d'ailleurs. Il y en a un qui est fils d'un franc-maçon, un autre fils d'un catholique, un autre fils d'un protestant, il y en a un qui a mal aux dents, il y en a un qui a un chagrin d'amour. Ils arrivent tous dans la cour de l'école, et là, dit l'auteur, ils font quoi? Ils revêtent la blouse. Et l'auteur dit, c'est une aube mystique qui les dédie à la raison. Plus personne n'a mal aux dents, plus personne n'a de chagrin d'amour, plus personne n'est fils d'ouvrier ou de patron, plus personne n'est fils de notaire ou de paysan, plus personne n'est protestant ou catholique, ils ne sont que des élèves abstraits disponibles à la raison qui s'expose. Voilà. Ça, c'est une espèce de mystique de l'identité et de la négation de l'individualité. L'école est faite pour nier l'individualité. Alors, ce mouvement-là ne va jamais effectivement bien marcher, parce que quand on regarde la réalité des classes, on s'aperçoit que, de facto, les individualités réémergent toujours. Si on regarde en particulier les travaux des grands pédagogues libertaires, anarchistes, je pense à quelqu'un comme Albert Thierry par exemple, Albert Thierry dit « Je peux pas rentrer dans cette école parce qu'elle m'oblige à décaractériser mes élèves », c'est-à-dire en quelque sorte leur enlever leur personnalité. Et je ne peux pas faire cela parce que c'est contraire à mes convictions. Il n'empêche, l'école, c'est ce qu'elle demande. Alors ça, c'est un premier élément historique. Deuxième élément, à partir du début du XXe siècle, ça c'est le début du XIXe, début du XXe siècle, commence à émerger une révolte un peu partout contre ce modèle. Cette révolte s'exprime essentiellement dans le mouvement qu'on va appeler de l'éducation nouvelle. 1921 se retrouvent à Calais, pas très loin d'ici, un certain nombre de gens. Il y a des disciples de Maria Montessori, elle n'est pas là, mais bon, il y a Alexander Sutherland Neill, qui fait enrager les montessoriennes qui sont très cubénies, très catéchèses, etc., etc. Donc Neill case le mot masturbation à chacune de ses phrases pour agacer les montessoriennes. Il y a les partisans, il y a De Crowley et les partisans de De Crowley, qui est à l'époque, qu'il restera longtemps franc-maçon. Il y a des théosophes, des anthroposophes et des théosophes, surtout des théosophes. L'anthroposophie ne se structurera que quelques années plus tard. Enfin, il y a toute une série de gens qui se retrouvent à Calais avec la même idée, en dépit de leurs différences de sensibilité, qui est arrêtons de faire comme si tous les élèves étaient identiques. Voilà. Acceptons la diversité, acceptons que cette diversité existe et qu'on ne peut pas castrer les élèves en leur imposant une espèce de mimétisme qui fait qu'on nie leur individualité. 1921, c'est le congrès de Calais, c'est aussi la publication par Claparède, un des grands chantres de l'éducation nouvelle, d'un livre qui s'appelle « L'école sur mesure ». L'école sur mesure, c'est un livre qui s'ouvre par une célèbre métaphore où on dit quand on veut chausser un enfant, on regarde sa pointure, quand on veut lui acheter un chapeau, on regarde son tour de tête, mais on n'a même pas pour son intelligence le respect qu'on a pour ses pieds ou pour sa tête, puisqu'on met les mêmes chaussures et les mêmes chapeaux à tout le monde quand il s'agit de l'enseignement. Voilà. Il s'ouvre sur cette métaphore, cet ouvrage, et simultanément, à peu près dans les mêmes années, on a toute une série d'expérimentations qui montent autour de l'idée on ne peut pas enseigner la même chose à tout le monde
de la même manière, parce que si on le fait, eh bien, ceux qui sont adaptés à l'enseignement qu'on leur propose vont réussir, et les autres vont progressivement être éliminés et rester au bord de la route, abandonnés par le maître. À ce moment-là, existe aux États-Unis un très fort courant dans la mouvance de John Dewey, avec des gens comme Miss Parkhurst qui créent ce qu'on appelle le plan Dalton. Le plan Dalton, c'est une technique entièrement individualisée d'enseignement, c'est-à-dire une technique dans laquelle l'enseignant n'enseigne plus, il teste les besoins des élèves, et les élèves reçoivent chacun et chacune un plan de travail individualisé en fonction de leur niveau, en fonction de leur rythme d'apprentissage, en fonction de leur goût. Dans le plan Dalton, l'école est constituée d'ateliers. Alors il y a un atelier de sciences, un atelier de littérature, etc., avec des fiches individuelles. Et les élèves vont dans tel atelier, X heures par jour, et ils sont accompagnés. Il y a quelque chose qui est entièrement individuel. Il y a très peu de groupes, il y a quasiment pas de groupes. L'enseignement est fait entièrement pour se mettre, entre guillemets, à la portée de chacune et de chacun. Dans les années 1930, le débat s'engage chez les pédagogues. Le débat s'engage entre ceux qui veulent pousser l'individualisation jusqu'au bout et ne faire que de l'individualisation, et ceux qui estiment que cette individualisation va aboutir à une mécanisation et à la disparition du collectif. Henri Boucher, qui est un pédagogue français, va répondre à Claparède, au livre de Claparède, en faisant un ouvrage qui sera un best-seller sur l'individualisation de l'enseignement, où il dit « Le danger majeur de l'individualisation de l'enseignement, c'est que on va repérer des sortes de personnalités cognitives ou scolaires, et on risque d'enfermer les personnes dans ces personnalités plutôt que de les faire progresser. Le danger, ajoute-t-il, c'est que des identités provisoires soient figées finalement en identités définitives. Le danger, c'est que chacun travaille pour sa réussite sans bénéficier de l'apport des autres et de la relation avec toutes et tous. Alors, c'est un débat qui va être assez vif, En fait, il ne va pas beaucoup toucher la réalité des classes, parce que la réalité des classes continue à fonctionner selon le modèle simultané traditionnel. Mais chez les pédagogues, il va être assez dur, ce débat, et il va être assez fort. Début du 19e siècle, début du 20e siècle, on continue, on se projette, je vais très vite, excusez-moi, on arrive dans les années 1945-1950, et on voit ce grand mouvement, non pas de démocratisation, mais de massification de l'enseignement. En France, mais en Belgique c'est la même chose, on fait rentrer massivement dans les écoles, entre guillemets, classiques, des élèves qui jusque-là en étaient exclus. C'est la massification. On découvre, tout le monde découvre, que la massification ne signifie pas démocratisation. C'est-à-dire que quand on fait rentrer dans l'école des élèves qui en étaient exclus, c'est pas pour autant qu'ils y réussissent. Au contraire. Quand on fait rentrer dans l'école des élèves qui en étaient exclus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme qu'ils ne maîtrisent pas les codes scolaires, qu'ils n'ont pas l'environnement familial suffisant, en général, ils échouent. Et comme on les a fait rentrer, on leur dit, si vous échouez, c'est de votre faute, puisqu'on vous a donné votre chance. C'est le mythe de l'égalité des chances. L'égalité des chances, ça consiste à dire aux élèves, à tous les élèves, rentrez dans l'école. On accepte, on veut plus que vous soyez marginalisés dès l'âge de 11 ans dans des écoles spécialisées. Rentrez, venez. Venez, et puis on vous donne une place. Et puis si vous échouez, tant pis, ce sera de votre faute, puisqu'on vous a donné une place dans l'école. Or, ces élèves, ils n'ont pas, et Bourdieu le montrera très bien, le capital culturel, le capital social, ils n'ont pas les conditions de vie familiales qui leur permettent de travailler chez eux d'une manière équivalente à celle des autres. Ils n'ont pas la maîtrise linguistique, comme Bernstein le montrera, du code élaboré. Ils sont à un code linguistique qui est un code restreint. Donc, ils sont accueillis dans le cadre de la massification, mais ils échouent.
Et une des conséquences de cela, c'est qu'ils deviennent coupables de leur échec. Et ça, c'est quelque chose de très caractéristique de ce qui s'est passé dans les années 50 aux années 90. C'est-à-dire qu'avant, quand les gens étaient pas acceptés à l'école, ils pouvaient dire « nous sommes exclus ». Donc nous sommes victimes. À partir du moment où ces gens sont acceptés à l'école et que domine le mythe de l'égalité des chances, ces gens-là ne se vivent plus comme victimes, mais toute la société et eux-mêmes les désignent comme coupables. Accepter tous ces jeunes en difficulté dans les écoles habituelles, les mettre en situation d'échec, leur dire c'est de votre faute, vous ne travaillez pas assez ou vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes plus victime de l'exclusion, vous êtes coupable de votre échec puisqu'on vous a donné votre chance comme aux autres. Cette réalité-là repose la question de l'individualisation très forte. Repose très fortement cette question de l'individualisation et fait émerger une idée qui était déjà dans l'air du temps, qui était donner la même chose à tout le monde, c'est entériner les inégalités. Bourdieu va formuler cette idée d'une manière très claire en disant « ce qui engendre l'inégalité, c'est l'indifférence aux différences. L'indifférence aux différences engendre l'inégalité, puisque ça laisse au fond le renard libre dans le poulailler libre, manger les poules libres. » Voilà. L'indifférence aux différences. On met tout le monde dans le même paquet, on dit que le meilleur gagne, indifférence aux différences, c'est toujours les privilégiés qui l'emportent. La thèse de Bourdieu, qui est formulée dès les années 60, l'indifférence aux différences est génératrice d'inégalités, va être très vite intégrée par toute une série de gens qui vont remettre en quelque sorte à l'ordre du jour, mais cette fois-ci pas pour des expériences marginales, qui vont remettre à l'ordre du jour pour les systèmes tout entiers l'idée « essayons d'adapter l'enseignement aux difficultés que les élèves peuvent avoir ». Et là, on va avoir une multitude de pistes qui vont s'ouvrir, avec des pistes qui vont être celles de la création d'écoles spéciales, de la création de classes spéciales, définitives ou provisoires, de la création de cursus parallèles, de la création de systèmes de soutien, d'aide, etc., toujours avec la même perspective. Pour que les plus défavorisés s'en sortent, il faut leur apporter une aide spécifique, voire une pédagogie spécifique. Moi, j'ai été embarqué dans les années 1980 en France dans la création de ce qu'on a appelé les 4e et les 3e technologiques, c'est le collège pour les enfants de 14 et 15 ans. On s'était dit, les ministres avaient dit, il y a des enfants issus essentiellement des classes populaires, qui sont surtout des manuels, c'est-à-dire qui travaillent surtout avec leurs mains, qui n'ont pas encore l'intelligence conceptuelle, donc on va les mettre dans des classes où on va les faire manipuler, on va leur faire faire de la mécanique, on va leur faire faire de l'ébénisterie, on va leur faire faire toute une série de choses concrètes, et comme ça, on va les amener progressivement jusqu'au concept, et on va les réintégrer dans l'enseignement classique accessible à tous. En fait, ça n'a jamais marché. Ces filières-là ont toujours été des filières de relégation où les élèves se sont retrouvés mis de côté. Et en fait, si j'analyse ce qui s'est passé dans le système éducatif français entre, on va dire, 1960, c'est-à-dire l'obligation à 16 ans, l'obligation scolaire à 16 ans, et qui entre de fait en vigueur à partir de 64 et qui sera effective qu'en 68, l'obligation scolaire à 16 ans, et puis les années 2000, c'est une oscillation entre deux conceptions de l'enseignement. Une première conception qui consiste à dire on ne peut pas donner à manger la même soupe à tout le monde, donc faisons des classes spéciales ou des cours spéciaux pour les élèves en difficulté. On fait ça, puis on découvre que ça crée de la ségrégation, que ces classes se pérennisent, que les élèves sont tirés vers le bas. Donc on dit, mais attendez, on va pas continuer à faire des ghettos, donc mettons tout le monde ensemble. Si on met tout le monde ensemble, on s'aperçoit que les plus en difficulté n'y arrivent pas. Non. Donc on se dit, si les plus en difficulté n'y arrivent pas, il faudrait peut-être leur donner une pédagogie spécifique, donc on crée une classe pour eux. Mais quand on a créé une classe pour eux, on s'aperçoit que ça les tire vers le bas, que ça crée des ghettos, donc on dit, il vaudrait mieux les mettre ensemble quand même.
Puis quand on les a mis ensemble, on s'aperçoit qu'ils suivent pas, donc on leur fait une pédagogie adaptée et ainsi de suite. C'est une espèce d'aller-retour et de mouvement de balancier infernal entre deux modèles dont aucun n'est satisfaisant. Un premier modèle, c'est le modèle, on va dire, des classes spéciales, et un second modèle, des classes hétérogènes. Mais on n'interroge jamais au sein de ces modèles la question de la pédagogie qui est mise en œuvre. Parce qu'en réalité, dans tous ces modèles, la pédagogie qui est mise en œuvre reste celle du modèle simultané et de la forme scolaire traditionnelle. Bon, je vais m'arrêter là, c'est la première partie. Vous voyez que j'ai un peu remonté dans le temps, mais je pense que c'est pas inutile aujourd'hui de faire un petit peu ce retour en arrière pour comprendre où nous en sommes et pourquoi nous en sommes là. Alors sur cette première partie, est-ce que vous avez envie d'intervenir, des objections, des questions, des demandes de précision, des témoignages ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Non ? Dites-moi. Oui. Peut-être que moi, je suis prof de français, moi, dans une école technique et professionnelle, et j'ai eu l'occasion, par exemple, de donner cours en première différenciée pour aider un petit peu. Première différenciée, donc c'est les élèves qui n'ont pas eu leur diplôme de primaire. Et là, on est confronté à des classes qui sont tellement homogènes qu'on ne sait rien faire. On a j'avais face à moi 10 élèves, c'est pas beaucoup. Mais dans ces 10 élèves, j'avais un autiste, une analphabète, une qui connaissait sa langue maternelle mais qui connaissait pas le français. Et effectivement, on est confronté à un truc qu'on ne peut même pas demander à un élève d'aider un autre parce qu'ils ont tous besoin de notre aide. Et c'est effectivement un truc qui est horrible parce qu'on sort de là en tant que prof, on est très frustré. On n'a pas pu. J'ai passé 2 minutes avec l'élève qui ne sait pas lire et écrire. Mais je peux pas m'en occuper. Et effectivement, comme vous dites, on passe comme ça d'une hétérogénéité à une homogénéité. Et là, maintenant, on a une homogénéité, mais de classe ghetto. Et donc, on est très démunis. Alors, on nous parle de différenciation. Moi, je veux bien, mais qu'on vienne me montrer dans la classe, quand on a 10 élèves. Et encore, j'avais une logopède avec moi pour m'aider. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, quand on est dans ce genre de situation? Voilà un peu mon témoignage. Merci de ce témoignage, mais effectivement, tous les témoignages concordent, et ils concordent pour montrer le caractère d'impasse des deux formules. Une formule dans laquelle on met ensemble des élèves de niveaux très différents que les enseignants ne réussissent pas à gérer parce que les différences sont trop importantes, et une formule où on met ensemble des élèves identifiés comme étant en difficulté ou très en difficulté, qui créent des phénomènes de ghetto, qui ramènent les élèves vers le bas, qui génèrent ce qu'on pourrait appeler des phénomènes d'essentialisation, c'est-à-dire que l'élève, il finit par intérioriser l'idée qu'il est cancre et qu'il est nul, et qu'il est dans une classe de cancre et de nuls, la classe des nuls, et que d'une certaine façon, il n'en sortira pas. Donc on est en face d'un problème là qui va se poser à tous les systèmes éducatifs occidentaux au début du XXIe siècle, qui n'est pas résolu au début du XXIe siècle, puisque la plupart des systèmes occidentaux oscillent encore entre privilégier la classe hétérogène, des élèves de niveaux différents, et privilégier la classe de niveau, ou la classe qu'on va dire spéciale, dans laquelle on met ensemble les élèves qui ont telle et telle difficulté. On n'a pas réussi encore au début du XXIe siècle à articuler les deux systèmes. On n'a pas réussi à trouver une manière de les combiner l'un avec l'autre. Oui. Et que maintenant, c'est le mot à la clé. Inclusion. Intégration et inclusion. Absolument. Donc on est vraiment, les professeurs de terrain se plaignent des deux cas, et ils se plaignent effectivement dans l'enseignement spécialisé d'avoir tous les élèves qui pouvaient encore aider partir pour avoir vraiment le cas que Madame citait, d'avoir 10 enfants tellement différents. Non, merci de ce témoignage. Une autre intervention, un autre point de vue? Alors, si vous voulez bien, on va suspendre un tout petit peu l'analyse historique, la description institutionnelle, et entrer dans la deuxième partie sur un point de vue plus pédagogique. Quand on parle d'individualisation, on parle souvent d'un projet qui serait d'individualiser l'enseignement.
Or, qu'est-ce que nous montrent les observations? Les observations. Les gens qui vont dans les classes, les pédagogues, les sociologues de l'éducation, mais aussi les psychologues. Ils nous montrent que, avant d'être une aspiration, l'individualisation est un fait. C'est-à-dire que nos systèmes sont individualisés. Ils le sont. Ils le sont au niveau général, parce que les parcours sont loin d'être standardisés. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils le sont au niveau des établissements, parce qu'il n'y a pas deux professeurs qui font la même chose. Et ils le font au niveau des élèves et des interactions didactiques. Parce que quand on regarde de manière un peu fine le fonctionnement du classe, on s'aperçoit que non seulement chaque élève reçoit l'enseignement à sa manière, mais on s'aperçoit que les enseignants eux-mêmes ne s'adressent jamais exactement de la même manière à tous leurs élèves. Et que, qu'ils le veuillent ou non, ils individualisent l'enseignement. C'est-à-dire qu'ils ont une manière de s'adresser à l'un, d'interroger l'autre, de demander des informations au troisième, qui sont des phénomènes d'individualisation, pas forcément voulus, pas forcément conscients, et qui sont très souvent, quand on les observe, générateurs, voire accélérateurs des inégalités. Des inégalités. Pourquoi? Alors, je vais gratter un peu là où ça fait mal, là, mais je me mets dans le lot, parce que nous autres enseignants, nous sommes des êtres de chair et de sang, d'affect et d'intelligence et d'affect, et que les êtres qui sont en face de nous, qui sont des élèves, sont aussi des êtres de chair et de sang, d'intelligence et d'affect, et qu'on n'a pas les mêmes relations avec chacun. Il y a un psychanalyste anglais qui s'appelle Bion, qui a montré par exemple comment dans une classe, il y a une multitude de ce qu'il appelle des phénomènes de couplage, c'est-à-dire que l'enseignant entretient des rapports privilégiés avec quelques-uns, qui parlent à certains moments pour quelques-uns, parfois il parle simplement pour 2 ou 3, pour lesquels il a préparé son cours, dont il attend que le regard lui renvoie une satisfaction. Et il montre, tous les gens qui travaillent montrent que la réalité, c'est une individualisation sauvage. Aussi bien dans le système, dans l'établissement que dans la classe. Donc la question qui se pose, au fond, c'est moins faut-il individualiser que faut-il laisser l'individualisation livrée au hasard et même livrée au marché. Parce que ce qui se passe au niveau des cursus, c'est une individualisation qui est livrée au marché. Au marché. Pourquoi faut-il se poser cette question? Parce que le hasard fait mal les choses, contrairement à ce qu'on dit. Le hasard fait mal les choses. Quand on livre l'individualisation au hasard, eh bien on accroît par les phénomènes de ségrégation et les phénomènes d'exclusion. Parce qu'on favorise toujours ceux qui ont intégré les codes de l'institution dans laquelle ils sont et qui sont capables de piloter stratégiquement leur carrière au sein de l'institution, alors que d'autres ne le sont pas. Donc l'institution privilégie évidemment les élèves stratèges, qui ont des parents stratèges, au détriment de ceux qui ne sont pas au courant et qui ne maîtrisent pas les codes, et qui ne savent pas utiliser ni les différentes filières, ni les choix d'établissements efficaces, ni les choix de langue, ni les choix d'options, ni la manière de s'adresser aux enseignants. Parce que on a des travaux et des études sur la manière de s'adresser aux enseignants. On sait que dès la toute petite école, l'école maternelle, les enseignants jugent beaucoup les élèves à la façon dont ces élèves les regardent. Par exemple, on sait que l'enseignant moyen, il aime bien que l'élève le regarde dans les yeux assez longtemps pour ne pas paraître hypocrite, mais pas trop longtemps pour ne pas paraître insolent. Et que un certain nombre d'élèves de culture, par exemple, nord-africaine, qui n'ont pas l'habitude de regarder dans les yeux, sont immédiatement identifiés comme des hypocrites. Et un certain nombre d'élèves de culture plutôt nordique qui regardent systématiquement dans les yeux sont immédiatement identifiés comme des insolents. Bon. On sait qu'il y a des habitudes comme ça, ce qu'on appelle le curriculum caché. Par exemple, que
une des clés de la réussite scolaire, c'est de savoir s'ennuyer poliment. Hein? Parce que tout le monde s'ennuie à l'école. Alors il y en a qui savent qu'il faut s'ennuyer poliment. C'est-à-dire qu'il faut s'ennuyer en montrant qu'on est intéressé, en faisant quelques hochements de tête. Hein. En étant là, en étant ailleurs, tout en faisant semblant d'être là. Hein. Moi, ça me rappelle, moi qui suis le plus vieux ici, je peux en parler de ma jeunesse, hein, ça me rappelle ce que disait ma mère. Ma mère me disait, en parlant des femmes, nous les femmes, on sait comment faire on nous a expliqué comment faire pour intéresser les hommes, quoi. C'est-à-dire, il faut faire semblant que ce qui nous intéresse, que ce qui nous dit c'est important, alors qu'on n'en a rien à faire. Bon. Qui nous raconte la politique, tous ces machins-là, on n'en a rien à faire, mais il faut toujours dire que c'est important. Ben, c'est un peu la même chose pour les bons élèves. Il faut toujours qu'ils fassent comprendre à l'enseignant que c'est important, qu'ils sont attentifs, etc. Il faut lui poser que les questions auxquelles l'enseignant aime répondre. Ce que les bons élèves savent identifier assez vite, hein. Mais que les mauvais élèves savent pas du tout identifier. Donc on voit bien que il y a de facto toute une série de phénomènes d'individualisation qui sont des phénomènes de mise en concurrence au niveau macro, c'est-à-dire au niveau du système des filières et des établissements, et au niveau micro, au niveau de ce qu'on appelle les interactions didactiques. Le hasard fait mal les choses, et surtout le hasard ouvre la porte au marché. La diversification et les diversifications multiples qui se sont introduites dans le système scolaire au niveau systémique comme au niveau didactique, quand elles sont perçues par les usagers, sont toujours instrumentalisées dans une logique de marché. C'est-à-dire, on cherche finalement à les classer, à les hiérarchiser, et les capacités stratégiques des consommateurs redoublent l'avantage qui est dû à leur capital culturel. Alors même que parfois ces phénomènes sont ignorés par les enseignants eux-mêmes, mais qu'ils fonctionnent à leur insu. Donc on en vient, et c'est la fin de cette deuxième partie, à cette question. On ne peut pas ignorer les différences individuelles, parce qu'elles sont là, mais on ne peut pas laisser l'individualisation être récupérée par la logique de marché. Alors, quelle individualisation pour aujourd'hui? Comment peut-on penser une individualisation au service d'une démocratisation, une individualisation qui ne soit pas corollaire d'individualisme et qui ne génère pas un accroissement des inégalités? Fin de la deuxième partie, et donc là encore, vous pouvez réagir si vous avez envie de le faire, très librement, témoignages, questions, objections, tout ce que vous voulez. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir? Allez. Je ne réjouis... Non, je ne réagis pas. Ah ben si, vous réagissez. Ah ben on m'a dit que vous étiez... Ah voilà. Dans le travail social, le secteur du développement social, souvent on entend dire les critiques par rapport aux pédagogies nouvelles que ça individualise les personnes, et Montessori est critiqué aussi par son côté très individualiste, etc. Donc je me posais la question, où en est-on actuellement? Est-ce que ces pédagogies, par qui sont-elles critiquées? Est-ce que c'est justement par le pouvoir dominant, en fait, au service du marché qui critique ces pédagogies parce que ce pouvoir a peur que ces pédagogies, justement, forment des élèves à mettre en place un rapport de force, ou justement, c'est complètement biaisé et ces pédagogies sont au service du marché aussi. Donc, je me pose aussi toujours la question de la politisation des enseignants aussi. Il y a une question qui est là aussi. Ils sont conscience sociale de politisation, d'esprit critique aussi à avoir du côté de l'équipe éducative pour pouvoir dépasser cette individualisation au service d'un projet commun. Et ce projet commun, c'est une critique de la société et un pouvoir d'agir aussi que peuvent transmettre des enseignants pour autant qu'ils soient politisés et pas manipulés par le pouvoir de la pensée dominante. Absolument. Merci pour cette question qui ouvre parfaitement à la troisième partie. Donc, j'en profite, je me lance parce que
Je voudrais enfin atterrir sur des problématiques contemporaines, après ces préliminaires à la fois historiques et pédagogiques, à la question qui nous était posée cet après-midi: quelle individualisation? Est-ce une solution ou un problème pour l'école? Alors, je voudrais vous proposer 3 questions fortes. Première question: que veut-on individualiser, les objectifs ou les parcours? Première question très importante. Est-ce qu'on individualise les objectifs au sens où on relativise certains objectifs par rapport à certains élèves, ou est-ce qu'on maintient les mêmes objectifs pour tous les élèves et qu'on individualise les parcours? Première vraie, très importante question. En réalité, nos gouvernants ne tranchent jamais réellement. Ils maintiennent la plupart du temps l'ambiguïté. Et non seulement ils maintiennent l'ambiguïté, mais ils opèrent de subtils glissements de l'individualisation des parcours vers l'individualisation progressive des objectifs. Et on commence par dire que c'est les parcours qui sont individualisés, mais progressivement on en vient vers l'affirmation que ces parcours ne mènent pas tout à fait aux mêmes objectifs et qu'il faut probablement individualiser les objectifs, c'est-à-dire se résigner à l'inégalité en matière scolaire. Et donc là, il y a un premier enjeu extrêmement fort. Qu'est-ce qu'on individualise? Et un premier enjeu, une première interrogation critique par rapport aux institutions éducatives de nos pays, quand vous nous dites que vous individualisez les parcours, chose sur laquelle on pourrait éventuellement s'entendre, est-ce que vous n'individualisez pas à terme les objectifs, c'est-à-dire est-ce que vous ne vous résignez pas à ce qu'une partie des élèves soit privée des objectifs ambitieux qui sont proposés aux autres? Voilà. Ça, c'est la première vraie question importante autour de l'individualisation. Deuxième question importante. Quand vous individualisez, est-ce que vous individualisez le travail ou la trajectoire? C'est pas tout à fait pareil. Individualiser le travail, c'est renvoyer chaque individu à du travail strictement personnel, c'est-à-dire des fiches, aujourd'hui des logiciels et tout ce que vous voulez. Individualiser la trajectoire, ça veut dire qu'à certains moments, si un individu en a besoin, il peut travailler dans un collectif. Et que le collectif fait partie de la trajectoire. C'est pas du tout la même chose. Alors, pour simplifier, nous avons l'habitude en France de distinguer l'enseignement strictement individualisé au sens du travail individuel, qu'on appelle individualisé, et d'appeler personnalisé le travail qui cherche à individualiser les trajectoires et qui donc tolère qu'à un moment il y ait du travail collectif et qui même exige qu'il y ait du travail collectif au nom même de la nécessité qu'a chacun de se trouver confronté à un collectif dans sa trajectoire individualisée. Je m'excuse, hein, c'est peut-être un peu tarabiscoté ce que je dis, mais vous voyez l'idée. Hein. Donc là, il y a un vrai problème, un vrai souci. Nous y reviendrons quand nous parlerons du numérique, mais vous voyez que c'est assez précis, ça paraît un peu technique, mais c'est très déterminant. Parce que si on individualise le travail, c'est-à-dire si on aboutit au fait que chacun travaille toujours tout seul, face à sa fiche, face à son logiciel, face à ses consignes, on va évidemment vers un système qui appauvrit les interactions entre pairs, qui dissout le collectif et qui s'oriente progressivement vers une concurrence des individualismes. Hein. Et ça me paraît quelque chose de très préoccupant. En particulier, cette question renvoie au rapport entre la formation individuelle et l'inscription dans un collectif, et au déficit
majeur que représente pour la socialisation et même pour la formation de l'intelligence un enseignement qui serait lié à du travail strictement individuel. Et donc, nous avons là une deuxième question très importante. Donc, première question, est-ce qu'on individualise les objectifs ou les parcours? Deuxième question, est-ce qu'on individualise le travail ou la trajectoire? Et troisième question, on individualise comment? Et c'est là que le problème épistémologique est le plus grand. Moi, je distingue deux modes d'individualisation, des parcours et des trajectoires. Parce que je suis pour l'individualisation des parcours et des trajectoires, pas pour celle des objectifs et du travail. Je distingue un mode d'individualisation que j'appelle le diagnostic a priori et un mode d'individualisation que j'appelle l'inventivité régulée. Alors, on va essayer d'aller vite et pas trop technique. Le diagnostic a priori, ça renvoie à cette idée que pour bien individualiser, il faut connaître la personne parfaitement, de telle manière à lui proposer exactement ce dont elle a besoin. Ça renvoie à ce que Claparède a créé en 1920 à Genève sous le nom de psychopédagogie. Le mot même de psychopédagogie donne cette idée que la connaissance de la psychologie dicte la pédagogie. Quand vous connaissez la psychologie de quelqu'un, vous savez quelles sont les méthodes et les contenus pédagogiques que vous pouvez lui proposer. Psychopédagogie. C'est pas forcément ça que vous faites dans les cours de psychopédagogie, mais c'était ça à l'origine, la définition de la psychopédagogie. Cette psychopédagogie, elle a pris des formes diverses. Elle est devenue très marquée par le behaviorisme, et aujourd'hui, elle prend la forme extrêmement subtile du learning analytique. Le learning analytique, alors vous connaissez un petit peu le learning analytique, c'est un mouvement qui s'est développé depuis déjà 15-20 ans aux États-Unis, qui commence à arriver en Europe, qui consiste à analyser la manière dont fonctionne l'intelligence d'un sujet pour lui proposer, à partir d'un travail en intelligence artificielle, des méthodes pédagogiques strictement adaptées à la personne. Alors, Google et Microsoft ont mis en place des expériences qui commencent à arriver en Europe. Par exemple, une expérience de Google consiste à confier à un enfant de 3 ans à 4 ans, pendant environ 3 mois, une tablette, en le laissant entièrement libre d'utiliser cette tablette à son gré, et en disant aux parents qu'ils ne doivent jamais intervenir ni pour obliger, ni pour interdire, que l'enfant doit l'utiliser autant qu'il veut et comme il veut. On laisse cette tablette à l'enfant pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, on reprend la tablette et on analyse tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre quelles sont les couleurs qui le stimulent. On découvre quelle est sa méthode de résolution de problèmes spontanés. On découvre évidemment s'il est gaucher-droitier, mais au-delà de ça, quels sont, avec des modèles liés à l'intelligence artificielle, quels sont les lobes cérébraux qui sont efficaces, à quel moment, avec quels sons, etc., etc. Donc, on essaye de modéliser, à partir de la façon dont l'enfant a procédé avec la tablette, on essaye de modéliser une sorte d'outil pédagogique qui va permettre de créer un didacticiel qui sera strictement adapté à la personnalité cognitive du sujet. Cognitive et même affective, d'une certaine manière. Ça, c'est une méthode qui est en train de se répandre. Nous avons en France, mais il sévit beaucoup en Belgique aussi, un monsieur qui s'appelle Laurent Alexandre, vous en avez peut-être entendu parler, qui avait créé il y a quelques années un site qui s'appelle Doctissimo, un site internet, qui a revendu ce site internet et qui a touché des millions et des millions d'euros, et qui, avec ces millions d'euros, crée des startups qui sont chargées de créer des modèles de learning analytique pour les enfants français. Alors son argument, c'est si on le fait pas, nos enfants seront élevés avec des modèles de learning analytique américains. Donc si on veut pas laisser la Californie coloniser l'Europe, il faut que nous on fasse en même temps que la Californie ce que fait la Californie. Voilà.
Et donc, Laurent Alexandre défend cette idée de l'intelligence augmentée. Hein, vous l'avez peut-être entendu ici ou là, sur les ondes, il parle beaucoup. On utilise des outils issus de l'intelligence artificielle pour identifier les modes de fonctionnement, les stimuler et les entraîner, un peu comme on entraîne un cheval pour une compétition. Hein, c'est la méthode dite du learning analytique. Cette méthode a les faveurs, évidemment, de tous les lobbies du numérique. Hein. Bien sûr, ça va de soi. Elle aboutit à une vision très particulière de l'école, hein, celle qu'on va voir se développer, je l'évoquais tout à l'heure, au WISE dans quelques jours, c'est-à-dire chaque enfant devant son ordinateur, tous les ordinateurs reliés à un grand serveur qui est géré évidemment par une GAFAM quelconque, enfin les industries du numérique. Alors, cette méthode-là, ce que j'appelle le diagnostic a priori, renvoie à ce que mon collègue avec qui je débattais ce matin appelle une école qui reproduit le passé au lieu de préparer l'avenir. Hein, je regarde mes notes parce que j'avais pris des notes ce matin sur ce qu'il disait. Il disait très justement, et je suis complètement d'accord avec lui, il disait que le rôle de l'école n'est pas d'enfermer l'enfant dans son passé, c'est au contraire de le libérer de son passé pour l'aider à préparer son avenir. Or, l'idée, je me tourne vers des gens qui étaient là ce matin, je crois que c'est à peu près ce qu'a dit le collègue, hein, je ne trahis pas sa pensée. L'idée qui existe dans le diagnostic a priori, c'est que, globalement, on teste la personne, on l'enferme dans une espèce de personnalité cognitive, et à partir de là, on lui fournit de quoi apprendre, et on l'engage, d'une manière très behavioriste d'ailleurs, dans des apprentissages systématiques et bien organisés. Alors, ça se heurte pour moi à des objections lourdes. Lourdes. Comment ? C'est un peu les réseaux sociaux. La personne dans le réseau social... voilà, je veux dire, Non, je ne veux pas vous mettre la pression. Vous dites c'est les réseaux sociaux, allez-y, pour que tout le monde vous entende. Je dis simplement, je pense à l'instant, enfin, en vous écoutant, j'imagine, voilà, c'est exactement ce qui se passe avec Facebook et autres. Oui. C'est-à-dire, on rentre dans son compte et on est enfermé dans le timeline qui défile, compte tenu des informations qu'on aura bien voulu donner à Facebook et des personnes et des amis qu'on aurait, etc. Absolument. C'est comme ça que Quanon a fait élire Trump, en piratant les algorithmes de Facebook. C'est-à-dire qu'on repère toute une série de personnes qui sont un tout petit peu sensibles à telle et telle chose, et puis on les pousse progressivement, exclusivement dans ce à quoi ils sont sensibles. C'est une espèce de logique du tunnel. On voit la personne, elle a ouvert un jour une petite vidéo YouTube où on expliquait que c'était les Martiens qui avaient construit les pyramides d'Égypte, et elle a mis un like. Ah ouais, elle a mis un like à cette vidéo où on expliquait que les Martiens avaient construit les pyramides d'Égypte. Eh ben, on va lui fournir, et l'algorithme est fait pour ça, une vidéo, et on va lui envoyer une vidéo où on va lui montrer que le 11 septembre a été organisé par la CIA. Et puis, on va lui fournir une autre vidéo, et puis, on va l'amener progressivement vers la grande théorie du complot, qui est que Quanon, c'est un certain nombre d'élus démocrates qui enlèvent les enfants dans les pizzerias et pour les livrer au réseau pédophile qui gouverne le monde, hein, qui est la théorie de Quanon. Et donc, vous avez là une espèce d'utilisation de l'algorithme pour enfermer et non pas pour ouvrir des perspectives. Vous avez tout à fait raison. Avec l'illusion de croire qu'on est libre. Les réseaux sociaux fonctionnent exactement comme ça. Alors, si je reviens au plan pédagogique, pour moi, cette logique qui consiste à penser qu'on fait un diagnostic sur le mode médical et qu'on va donner un remède, c'est pédagogiquement une aberration. C'est pédagogiquement une aberration. Je vais vous dire pourquoi en vous racontant une anecdote. Moi, je me suis longtemps occupé
de ce qu'on appelle les groupes Balint. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est que les groupes Balint? Les groupes Balint, c'est en médecine. Ce sont des groupes où les médecins échangent sur les difficultés professionnelles qu'ils ont. Et on a mis en place des groupes Balint pour les enseignants, qu'on appelle les groupes de soutien au soutien, c'est-à-dire des groupes où des enseignants qui font face à des élèves très difficiles peuvent échanger sur les difficultés qu'ils vivent. Dans un groupe Balint que j'animais, un groupe Balint pour enseignants que j'animais il y a encore quelques années, il y a 5-6 ans, il y avait une jeune institutrice qui était venue nous expliquer, membre du groupe, qu'elle était tétanisée, traumatisée parce que une élève arrivait tous les matins et tous les après-midi, sa maman la ramenait manger à la maison, elle refusait de lâcher la main de sa mère, elle pleurait, elle criait, ses cris continuaient pendant la première demi-heure de classe, et ça lui bouffait un temps pas possible, une énergie extraordinaire, et ça mettait en péril tout son travail pédagogique. Bon. Et effectivement, c'était une vraie difficulté. La tentation de cette collègue, c'est de dire, si je savais pourquoi, j'aurais la solution. Est-ce que c'est sûr? Parce que cette petite fille, d'abord, on ne saura jamais vraiment pourquoi. Peut-être elle a eu un accident personnel un jour, son père, sa mère, un traumatisme avec un copain, une copine, quelque chose qui s'est passé et qui l'a beaucoup fait souffrir. Bon. Mais de toute façon, ça s'est passé. C'est passé. La blessure est là. Je ne peux pas effacer cette blessure. Donc on en était là et on discutait avec tout le groupe comment on pourrait comprendre ce qu'elle a eu pour pouvoir lui apporter un remède. Et puis un jour, 3-4 mois après la rentrée, cette jeune collègue arrive dans le groupe et nous dit « Ah, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons démarré un système d'enquête auprès des artisans de la ville. » Et la petite Valérie, cette petite fille s'appelle Valérie, était dans un petit groupe qui est allé enquêter chez un menuisier. Et le lendemain, ou l'après-midi, quand elle est revenue, elle est venue me voir, elle m'a dit « Maîtresse, est-ce qu'on va encore aller faire des enquêtes ?» Et puis le lendemain, elle a presque lâché la main de sa mère sans pleurer. Alors, est-ce qu'on peut dire que la petite fille pleurait parce qu'on faisait pas d'enquête? Alors là, on vous met dans le noir, mais c'est pas grave. Notre lumière intérieure brille suffisamment. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la petite fille pleurait parce qu'on faisait pas d'enquête? Ce serait idiot. La petite fille pleurait parce qu'elle avait été traumatisée par des tas de choses. Mais dans le registre de l'humain, la solution n'est pas dans le problème. On a tendance à croire que les solutions seraient dans le problème comme les noix dans la coquille. Donc il suffirait de voir le problème, on ouvre le problème et on trouve la solution. Mais non, la solution n'est pas dans le problème. La solution d'amener ces petites filles à faire une enquête chez le menuisier du coin, elle n'est pas dans le problème. C'est une solution pédagogique que cette institutrice a inventée et qui va aider cette petite fille à se sortir de sa difficulté. Donc en réalité, il y a une illusion dans le fait de croire que, en pédagogie, le diagnostic a priori est nécessaire. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais c'est une toute autre logique que celle du diagnostic a priori. Parce que celle du diagnostic a priori, au fond, elle a le danger d'enfermer la personne dans son passé, et puis d'aller vers un système de catégorisation qui risque de devenir une essentialisation. Hein? Je le disais ce matin, mais moi je suis très frappé par la montée de la symptomatologie scolaire. C'est-à-dire le fait que de plus en plus, les difficultés scolaires sont médicalisées. C'est-à-dire qu'elles sont, on les considère comme relevant de maladies. C'est-à-dire il y a une espèce de... on importe le modèle médical dans la pédagogie. Et un modèle médical qui n'est pas n'importe quel modèle médical, qui est en réalité le modèle pharmaceutico-médical du Big Pharma. C'est-à-dire qui est le modèle qui dit quand il y a un organe qui dysfonctionne, on ne soigne pas la personne, on remplace l'organe ou on envoie le médicament le plus cher possible qui puisse soigner le dysfonctionnement et non pas le fonctionnement général de la personne. Hein.
C'est le modèle pharmaceutique, le modèle du corps-machine. Mais ce modèle-là, il n'est pas opérant en pédagogie. Déjà, il est problématique en médecine, mais en pédagogie, il n'est pas opérant. Ce que j'observe aussi, c'est une montée des étiquettes. Alors, dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, dysphasique, etc. Alors, je ne dis pas du tout que ces choses-là n'existent pas, qu'on soit très clair. Ces choses-là existent. Mais il y a beaucoup plus de parents de dyslexiques que de dyslexiques. Comme il y a beaucoup plus de parents d'élèves à haut potentiel qu'il n'y a d'élèves à haut potentiel. Et là, pour les parents d'élèves à haut potentiel, c'est vraiment une proportion considérable du côté des parents plutôt que du côté des élèves. Bon. Je dis que ces choses-là existent et que ça provoque des souffrances chez les enfants. Mais je dis qu'on ne peut pas enfermer l'enfant à un moment donné dans une étiquette. Et qu'un élève dyslexique, je l'évoquais ce matin, n'est pas qu'un élève dyslexique. C'est un élève qui désire, qui veut apprendre, qui a des enthousiasmes, des passions, etc. Or, comment sont construits les tests qui aujourd'hui permettent les diagnostics? Prenons un exemple de test qui est les tests qui permettent de détecter ce qu'on appelle le TDAH, le trouble de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Vous connaissez ce test, ce trouble-là. Ce test, il est identifié grâce à ce trouble, est identifié grâce à des tests qui ont été élaborés par un dénommé Conners aux États-Unis, le test de Conners justement, qui sont des questionnaires que l'on fait passer à la fois aux enseignants et aux parents. Qu'est-ce qu'on a sur ces tests? On a des questions du type est-ce que votre enfant ou est-ce que votre élève est capable ou n'est pas capable de maintenir son attention pendant plus de 5 minutes. Je caricature, mais c'est ça, c'est ce type de test-là. Je pourrais vous lire les questions si ça vous intéresse, mais est-ce qu'il est agressif avec les adultes? Est-ce qu'il veut toujours avoir raison, etc., etc. C'est ce type de test. On ne demande jamais, y a-t-il des sujets sur lesquels votre enfant peut être attentif plus de 5 minutes? On demande, est-ce que votre enfant est attentif plus de 5 minutes? Ça ne signifie rien. Rien. Ce qui serait intéressant, c'est de demander, y a-t-il des sujets sur lesquels il est attentif plus de 5 minutes? Or, ces tests-là ne procèdent jamais comme ça, parce qu'ils procèdent toujours par l'identification des manques. C'est-à-dire qu'on ne procède jamais en repérant les leviers sur lesquels on pourrait jouer pour tirer l'élève. On procède en repérant ce qui lui manque. C'est une espèce de diagnostic systématique des déficits. C'est l'hypothèse que nous appelons dans notre jargon déficitariste. C'est l'hypothèse que toutes les difficultés d'apprentissage et tous les troubles sont liés à des déficits, mais qui ne regardent jamais les ressources des personnes. On ne demande jamais, mais à quoi il s'intéresse? Par exemple, on dit, est-ce qu'il va contredire l'adulte? Très bien. Mais quand? Sur quoi? Quand même, il va avoir une idée si on veut comprendre un petit peu l'enfant. Et on voit bien que là, nous tombons dans une espèce de paranoïa, de diagnostic de toutes sortes qui enferment les personnes dans des espèces de symptômes comme si elles étaient identifiées à leurs symptômes. Et rien n'est pire que d'identifier la personne à son symptôme. Rien n'est pire. Donc, si on procède en matière d'individualisation à travers cette mécanique du diagnostic a priori, non seulement on enferme les personnes dans ce qu'elles sont, au lieu de leur ouvrir des perspectives pour leur émancipation, mais en plus, on fragmente à l'infini les situations scolaires et on ouvre le marché à tous les imposteurs de l'aide à la réussite scolaire. Donc, j'en viens à cette idée que, en soi, l'individualisation n'est peut-être pas dramatique, mais que si elle est basée sur le paradigme du diagnostic a priori, elle est très préoccupante. Et donc, par rapport au principe du diagnostic a priori, moi j'ai toujours défendu qu'une individualisation pouvait se construire autour de ce que j'appelle l'inventivité régulée.
Et il ne s'agit pas de faire passer des tests. Il s'agit de faire des propositions pédagogiques, d'observer, d'inventer, de piocher là où ailleurs ce qui peut fonctionner, de voir si ça marche et de s'adapter pour que ça marche encore mieux. Ça, c'est très important parce que si on fonctionne ainsi, on passe du paradigme de l'enseignant exécutant de protocoles au paradigme de l'enseignant décideur de sa pédagogie. Or, un des enjeux majeurs aujourd'hui pour moi, c'est de sortir de la prolétarisation des enseignants. Tout ce que nous vivons avec l'hégémonie des tests, avec l'hégémonie de la médicalisation, avec l'hégémonie de toutes les structures dites d'aide ou de soutien, etc., c'est la prolétarisation de l'enseignant. Entre nous, Marx n'a jamais dit que les ouvriers étaient des prolétaires. Hein. Marx a dit que les ouvriers avaient été prolétarisés par la machine-outil et les capitalistes. Quand les capitalistes ont introduit la machine-outil, il fallait qu'elle soit rentable. Pour qu'elle soit rentable, il fallait qu'elle tourne 24 heures sur 24. Il a donc fallu faire les 3-8 aux ouvriers. Donc on a mis les ouvriers au service de la machine et non plus la machine au service des ouvriers. C'est ça la prolétarisation. La prolétarisation, c'est quand les ouvriers sont au service de la machine et non plus la machine au service de l'ouvrier. Or, ce qui peut se passer, ce qui est en train de se passer sous nos yeux aujourd'hui, avec l'hégémonie des protocoles standardisés issus des neurosciences, avec l'hégémonie des tests, avec l'hégémonie de tous les systèmes de diagnostic possibles et imaginables, c'est la prolétarisation des enseignants, qui d'ailleurs, paradoxalement, se fait à un moment où on augmente leur formation académique. Mais on augmente leur formation académique tout en prolétarisant leur formation pédagogique, c'est-à-dire en faisant d'eux des exécutants et non pas des concepteurs. Alors moi, mon idée, enfin ce que je cherche à développer, c'est que l'enseignant est un décideur, c'est un inventeur qui accompagne les individus, qui accompagne les sujets en tenant compte de ce qu'ils sont, mais aussi en étant attentif à la construction du collectif. Et que mener une classe, c'est être capable de déplacer le curseur au bon moment entre l'attention aux personnes d'un côté, la construction du collectif de l'autre. Déplacer le curseur en étant le plus lucide possible sur les effets que l'on produit. Bon, voilà la troisième partie, je regarde l'heure. Oui, il faut que je mette la montre dans le bon sens parce que l'heure passe très vite. Sur cette troisième partie des réactions, puis je passe au numérique et puis à la conclusion. Je vous en prie. Vous avez raconté avec l'institutrice et la petite fille qui pleurait. En fait, ça me fait penser à la communication non violente en axe sur les besoins de l'individu, qui sont les mêmes pour tous, le besoin d'appartenance, de structure, de découverte, etc. Et aussi dans un cadre général, et aussi plus pointu, il suffit par exemple qu'un élève ait besoin de bouger, on pourrait lui dire tu peux aller faire un train dans la cour. En fait, c'est ce que je fais dans ma classe, ça me montre très bien. Oui, bien sûr. Il y a une école près de Jean-Bouc qui est basée, une nouvelle école qui se base sur cette principe. Oui, alors, vous avez entendu, je pense tout le monde, notre collègue évoque les principes de la communication non violente et la réponse aux besoins des élèves. Moi, je suis à la fois d'accord et méfiant sur la notion de besoin. Parce que je crois que cette notion de besoin est discutable. Hein. L'homme n'a pas besoin seulement de pain, il a aussi besoin de la parole de Dieu ou de celle de Marx. C'est vous qui décidez, là. Hein. Donc, les besoins, c'est quand même toujours un peu, ça prête toujours un peu à la manipulation. Bon. C'est pour ça que, pour ma part, je l'utilise d'une manière raisonnée. Je pense qu'il faut utiliser la notion de besoin, mais avec quand même toujours un recul critique sur cette notion de besoin. Parce que sinon, on a tendance à construire les besoins à partir d'un modèle de la personne que l'on a dans sa tête. Hein, voilà. Et ce modèle, c'est pas toujours le bon modèle. Et souvent, c'est même un modèle très standardisé, parfois un peu stéréotypé. On va dire, les filles ont besoin de jouer à la poupée. Bon, voilà. Et les garçons ont besoin de jouer aux voitures. Hein, je crois pas, moi. Bon. Donc, je nous alerte sur l'usage de ces notions
tout en étant complètement d'accord sur la démarche décrite par la collègue. D'autres réactions? Oui, à vous. Allez. Ça me faisait penser à ce que vous disiez, nous saoule beaucoup pour l'instant avec les partages de bonnes pratiques. Et donc, moi, je suis pour qu'on partage effectivement les pratiques, mais on voit vraiment que là, il y a une volonté pour l'instant d'imposer ces bonnes pratiques. Et donc, la position, pour moi, elle est complètement dépassée, complètement absurde. C'est comme vous le disiez très bien, ce qui peut marcher avec un élève ne va pas marcher avec un autre. Et donc, voilà un peu à quoi ça me faisait penser, ces petites recettes. Mais à mon avis, monsieur, là, il doit être un peu frustré parce que il voulait un peu que vous, à mon avis, que vous réagissiez par rapport à cette pédagogie Montessori. Et je sais bien que vous avez parlé, par exemple, en France, de Céline Alvarez, des choses comme ça. Enfin, je sais pas. Alors, on va pas faire un exposé sur la pédagogie Montessori parce que ça nous demanderait beaucoup de temps. Mais vous avez raison de dire que la pédagogie Montessori, telle qu'elle est très souvent pratiquée, est une pédagogie qui prend très peu en compte le collectif et la construction du collectif et qui s'attache à une vision très individualiste des besoins des élèves et de leur développement. C'est clair. En particulier, il n'y a pas chez Maria Montessori et chez ceux qui se revendiquent de sa pédagogie, il n'y a pas cette aspiration à la construction du collectif qu'on trouve chez Célestin Freinet avec la notion de coopération, par exemple, et avec la construction de la notion de coopération. On va y venir si vous voulez bien. Je fais rapidement un petit incursus vers ma 4e partie sur le numérique, et puis on discute. Aujourd'hui, quand on évoque l'individualisation, c'est le plus souvent en relation avec le numérique. Ça a encore été accéléré avec le Covid, avec les confinements et avec les usages du numérique comme étant des outils possibles d'individualisation. Pour ma part, je trouve que cela nous entraîne vers une triple dérive très grave. La dérive de la virtualisation, la dérive de la mécanisation et la dérive de la sidération. Alors, la dérive de la virtualisation d'abord. Je pense que autant le numérique peut être utile à certains moments et les logiciels peuvent nous apporter des outils vraiment originaux quand ils nous permettent de faire ce qu'on ne peut pas faire sans lui. Bon. Je pense par exemple, moi j'ai travaillé dans l'enseignement professionnel, les logiciels de simulation pour apprendre à diriger les machines sont des logiciels extrêmement utiles parce que le logiciel de simulation nous permet de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire sans lui. Bon. En revanche, quand on utilise le numérique pour tout, et qu'on imagine que tout peut être fait avec le numérique, à mes yeux, on se trompe. On se trompe parce que on sous-estime ce qu'est un écran et la manière dont ça fonctionne. On sous-estime le rôle de la main et de la manipulation. Et moi, je crois qu'un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est de retrouver par la main, par la manipulation, ce qu'on appelle l'énergie attentionnelle. Je vous renvoie là-dessus aux très beaux travaux de mon collègue américain Matthew Crawford. Je ne sais pas si vous connaissez Matthew Crawford. Matthew Crawford est un philosophe qui enseigne dans une grande université américaine la philosophie à mi-temps et qui, pour son autre mi-temps, est réparateur de motocyclettes chez le garagiste de son quartier. Ce qui est assez rare pour un philosophe. Et il a écrit 2 livres, un qui s'appelle logiquement L'éloge du carburateur, et l'autre qui s'appelle Contact. Et dans ces 2 livres, il explique comment on est en train de nous voler notre attention à cause des écrans qui sont placés partout. Nous savons bien que s'il y a un écran dans une pièce, même si nous sommes de biais, on va toujours être attiré à avoir un œil qui va être poussé vers l'écran, parce que il y a ce qu'on appelle l'attention réflexe qui est stimulée en permanence par cette espèce de renouvellement des images que représente l'écran. Et il nous montre que si on veut retrouver cette capacité d'attention et d'investissement dans une tâche, il faut retrouver les vertus de l'activité de la main. La fabrication, le fait de se coltiner la terre, le bois, l'usage de l'instrument de musique ou que sais-je encore, de couper du carton ou de faire de la cuisine, de faire de la couture ou de faire de la mécanique, mais de retrouver un rapport avec la matérialité.
Parce que la matérialité, c'est ce qui nous permet de dialoguer avec des choses qui nous imposent des lois et sur lesquelles on n'est pas tout puissant. Le joystick, je suis tout puissant. Hein. Je suis tout puissant dans un monde réversible. Le jeu vidéo, c'est je tue tout le monde, il se relève. Donc je peux tuer tout le monde, première leçon. Deuxième leçon, c'est pas grave puisqu'il se relève. Hein. Voilà. Virtualisation complète du monde. Hein. Bon. La réalité, c'est il y a des choses difficiles. Hein. Si je veux faire un tabouret à 3 pieds sans colle ni clou, c'est compliqué. Je vais être obligé de dialoguer avec la matière. La matière va m'imposer sa loi d'une certaine manière. Et ce que montre très bien Matthew Crawford, c'est que si l'enfant est entièrement dans la virtualisation, il va perdre la possibilité de dialoguer avec la matière et à terme de dialoguer avec les savoirs. Parce qu'il nous dit très justement, quand je travaille le bois, je dialogue avec le bois. Il faut qu'à un moment, il m'obéisse, mais pour qu'il m'obéisse, il faut que je lui obéisse. Il faut que je comprenne comment ça se passe. Ben c'est pareil avec la théorie d'Einstein. Hein. La théorie d'Einstein, ça me résiste. Hein. Et il faut lui obéir pour que je puisse me l'approprier. Donc, c'est-à-dire le contraire de la toute-puissance. Et donc, je crois que ce qui se trame à travers l'hégémonie du numérique et de l'écran, c'est le maintien dans l'infantile de la toute-puissance et la difficulté de rentrer dans une relation qui soit une relation de contact et de travail réel avec les choses. Et en particulier pour les enfants petits, je pense que nous n'avons pas fini d'explorer tout ce que ça peut avoir de constructif, de positif pour le développement, le travail de la main, des mains, qui n'est pas du tout le contraire du travail intellectuel, nous dit Crawford. Il nous dit même que le travail des mains est la condition dans la jeunesse de l'enfant du travail intellectuel. Donc sidération, mécanisation, le numérique, virtualisation, j'ai dit virtualisation, mécanisation, parce que derrière tous ces logiciels, c'est le behaviorisme. Hein. Le behaviorisme, c'est les rats dans le labyrinthe, hein, avec d'un côté la boulette de viande et de l'autre l'influx électrique. Hein. Ils trouvent toujours la sortie. On met un rat dans un labyrinthe. On lui met des boulettes de viande du côté où il faut qu'il aille et des influx électriques du côté où il faut qu'il aille pas. Il trouve toujours la sortie. Toujours. Un élève, c'est pareil. Hein. On lui met satisfaction, récompense, punition. Il peut pas toujours trouver la sortie, mais il peut la trouver. Mais c'est du behaviorisme, c'est du dressage. C'est pas de l'émancipation. On ne devient pas libre d'aller où l'on veut à travers les savoirs que l'on s'est incorporés. Et puis sidération. J'ai dit virtualisation, mécanisation, sidération. Sidération parce que le numérique, c'est l'attention réflexe contre l'attention focalisée. Le numérique, c'est ce qui me donne la satisfaction de savoir sans que j'ai à apprendre. Hein. Parce qu'il y a une grande différence entre savoir et apprendre. Hein. On dit les enfants veulent apprendre. Moi, j'en crois rien du tout. Je pense que les enfants veulent savoir. Et la plupart du temps, ils veulent savoir sans apprendre. Parce que apprendre, ça prend du temps, ça demande des efforts, faut faire des essais, etc. Savoir sans apprendre, c'est bien plus pratique. Alors, comme moi, vous avez peut-être un engin dans votre poche qui ressemble à une espèce de phallus high-tech, hein, qui permet de savoir sans apprendre. Par exemple, vous avez une application qui s'appelle PlanteNet. Hein, moi, je me promène dans la nature, je photographie une plante, on me dit ce que c'est. Bon, très bien. Mais je sais, mais est-ce que j'ai appris? Moi, j'ai rien appris, hein. Je vois une plante, on me dit c'est la fougère machin. Très bien, c'est la fougère machin. Pourquoi elle est là? Pourquoi il y a d'autres plantes à côté? Comment ça se fait qu'elle est verte à telle époque et pas tout le temps? Comment elle grandit? Quelle est sa technique pour faire des sports, etc. Tout ça, on me le dit pas. On me donne l'illusion de savoir sans me donner les moyens d'apprendre. C'est pareil avec une théorie du complot. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie du complot?
Une théorie du complot, c'est quelque chose qui me donne une clé de lecture du monde, qui fait que j'ai le sentiment que je sais tout. Je sais que le monde est divisé entre mécréants et croyants, point barre. Je sais que le monde est aux mains des pédophiles de QAnon. Je sais que ceci, cela. Bon. Théorie du complot. La théorie du complot, ça me donne un savoir qui non seulement ne m'engage pas vers l'apprentissage, mais qui bloque l'apprentissage. Parce que quand je sais que je sais, j'apprends plus. Quand je crois que je sais, j'apprends plus. C'est la vieille idée de Socrate, hein. Or, le numérique vous donne en permanence le sentiment que vous savez. Vous allez sur le moteur de recherche, pas Google. Vous avez tous extirpé Google de tous vos ordinateurs et de toutes vos applications, hein. Vous utilisez Ecosia, Qwant, enfin des moteurs de recherche indépendants, c'est-à-dire qui ne fait pas de vous des esclaves. Parce que quand vous utilisez Google, Google sait, bien sûr, ce que vous cherchez, il vous a identifié, et ce qu'il a appris de vous, il le vend. Il le vend. Hein? Donc vous êtes vendu comme esclave, hein, par Google. Il faut savoir que Google vous vend comme esclave en permanence. Donc vous avez tous enlevé Google de toutes vos applications. Vous sortez de Gmail, s'il vous plaît. Sortez de Gmail, sortez de Google. Ne consultez plus jamais Google Maps, ni aucun Google. Tout ça, vous vous mettez au service de gens qui vous exploitent et qui vous utilisent comme esclaves pour revendre vos données. Donc, utilisez des logiciels libres, allez sur des moteurs de recherche indépendants. Bon, ça, c'était mon petit couplet anti-GAFAM. Vous êtes pro-GAFAM? Non, à la peine, hein. Vous êtes plus... Vous n'avez pas utilisé Google? Non. Ah, bon, ça va. Mais les écoles belges sont en train d'être équipées, tous les enfants achètent des ordinateurs, des Chromebooks. Ah ben Chromebook, ça y est, vous êtes Microsoft là. Tous les enfants maintenant sont sur Google. Bon, écoutez, on va se battre. On va se battre. Donc, le numérique, c'est une manière de nous imposer une forme d'individualisation qui nous assujettit au marché. Voilà. Donc je le dis en toute simplicité et avec conviction, le numérique et les grandes industries du numérique veulent nous imposer une mode d'individualisation qui nous assujettit au marché et qui fait de l'individualisation un outil au service des politiques de marché. Alors je conclus, puis on va faire le débat plus général, pour dire que cette question de l'individualisation nous place au cœur d'une problématique fondamentale de l'acte pédagogique, qui est la problématique de l'articulation entre la singularité, la reconnaissance de la différence, si vous voulez, et l'universalité, la reconnaissance de la ressemblance. Au fond, ce dont a besoin notre école, c'est de faire simultanément droit à la différence. Tu as droit d'être différent. Tu viens d'ailleurs, t'as pas la même culture que moi, t'as droit à ta différence. C'est pas, cette différence, je vais pas la nier, faire semblant qu'elle n'existe pas, tu y as droit. Tu es handicapé, tu as des difficultés, tu es ceci, tu es cela, tu as vécu des accidents dans la vie, tu as droit à ça. Je te reconnais dans ce que tu es. Mais en même temps, tu as droit à la ressemblance. Tu as droit à partager les mêmes savoirs. Tu as droit à accéder à la même expression artistique. Tu as droit à être reconnu dans ta dignité et à travailler avec les autres pour construire des collectifs où vous déciderez ensemble du bien commun. C'est cette capacité à articuler les deux qui fait, me semble-t-il, la richesse d'une école. C'est la reconnaissance de la singularité et la construction obstinée du collectif. Et je crois que, pour prolonger d'une phrase ce que j'ai dit tout à l'heure, on pourrait imaginer des formes d'organisation scolaire qui pourraient exprimer cela. Par exemple, on pourrait avoir des élèves qui, à un moment, sont dans des collectifs hétérogènes et à d'autres moments, sont dans des petits groupes plus homogènes, mais dans lesquels ils n'y sont qu'à titre provisoire. Mais ça nous voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on sort du modèle unique de la classe tel que Guizot nous l'a imposé, 30 élèves du même âge, du même niveau, qui font toujours la même chose en même temps sous l'autorité du maître. Ça veut dire qu'on accepterait une organisation scolaire qui à la fois prenne en compte les
singularités, les différences, et en même temps ne renonce pas à faire coopérer, collaborer et s'entraider les personnes. Et je pense que c'est ces deux pôles qu'il nous faut mener de front, reconnaître les différences parce que les ignorer, c'est laisser se creuser les inégalités, et construire des espaces où on fait ensemble, société, où on partage les mêmes savoirs, les mêmes émotions, où on construit le même monde pour précisément se donner un avenir commun. Je m'arrête là et on passe maintenant à un débat plus général. On a déjà abordé un certain nombre de questions à la fin de chacune des 4 parties, mais on va pouvoir aborder des questions plus larges. Voilà, donc non, je vous en prie. Alors, qui veut intervenir? Mais pas encore une fois que des questions, hein, des témoignages, des objections, ce serait précieux, puisque nous sommes là aussi dans un registre où il y a débat. Oui, je vous en prie. Vous avez abordé les dangers du diagnostic. Oui. Mais vous n'avez pas abordé aussi peut-être les atouts d'une certaine forme de diagnostic quand même. J'aurais voulu avoir un peu plus de nuances. D'accord. J'ai parlé des dangers du diagnostic a priori. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un certain nombre de diagnostics, d'évaluations et de régulations a posteriori. Ce que j'ai dit, c'est ne pas enfermer quelqu'un dans un diagnostic a priori. Voilà. Ne pas enfermer quelqu'un dans un diagnostic a priori qui serait en quelque sorte, qui deviendrait son identité. Voilà. D'autres interventions? Allez-y, hein. Oui. Je vous amène le micro. Dans la série des diagnostics a priori, il y a l'histoire d'apprendre à apprendre, d'expliquer à l'élève comment il fonctionne. Et pourquoi dans la série des diagnostics a priori? Ben moi, je l'aurais placé là parce que ça pourrait être enfermant si on établit un programme en fonction de sa façon d'apprendre. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quand même utile pour l'élève de se connaître. Alors absolument. Là, vous posez une vraie question et une belle question qui est soulevée en particulier par les travaux qui sont menés aujourd'hui, depuis quelques années, mais renouvelés à travers les neurosciences, sur la métacognition. Hein, c'est-à-dire le temps qu'on passe à comprendre comment on apprend. Alors vous savez que ça paraît nouveau, c'est très ancien ce truc-là. Hein, c'était Charcot qui l'avait inventé avec les auditifs visuels kinesthésiques, ça a été repris après par Lagaranderie et des tas d'autres, Ferrière l'a développé, il y a des tas de gens qui l'ont développé, il y a la fameuse caractérologie de Le Sen avec primaire, secondaire, affectif, cognitif, etc. On a une multitude de typologies à disposition. Elles peuvent être utiles, à condition, là encore, de ne pas enfermer. L'objectif de l'école, c'est pas admettons qu'il y ait des visuels et des auditifs. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Mais admettons, faisons l'hypothèse qu'il y a des auditifs et des visuels. Qu'il y a des gens qui retiennent mieux ce qu'ils entendent et d'autres qui retiennent mieux ce qu'ils voient. Ça peut se débattre, mais admettons-le comme une hypothèse de travail. Eh bien, s'il y a des auditifs qui retiennent mieux ce qu'ils entendent, l'objectif de l'école, c'est de leur apprendre à retenir aussi ce qu'ils voient. Et pas à les enfermer entièrement à l'intérieur d'une stratégie qui limiterait en quelque sorte leur possibilité de découverte. Voilà. Alors, c'est au fond, c'est une vieille idée. Hein. Je vais prendre une phrase de Maria Montessori. Pourtant, Dieu sait que j'ai des réserves à l'égard de Maria Montessori et de sa pédagogie et des écoles Montessori, mais quand même. Elle disait prendre l'enfant où il est, mais ne pas le laisser là où il est. Mais ne pas le laisser là où il est. Prendre l'enfant comme il est, c'est indispensable. Si je ne le prends pas comme il est, je ne le prends pas du tout. Faut bien que je le prenne tel qu'il est. Mais tel qu'il est, pour moi, c'est avec ses manques, mais avec ses ressources. J'insiste beaucoup, parce que ce qui nous est imposé aujourd'hui, c'est une pédagogie déficitariste, exclusivement fondée sur les manques, jamais sur les ressources. Par exemple, les ressources de la culture populaire, les ressources, tout ça, sont jamais exploitées. Hein, on prend jamais la peine d'aller chercher ce en quoi quelqu'un a des richesses. On voit toujours ce qui lui manque. Or, on va l'aider à gagner ce qui lui manque en attrapant ses richesses, en le tirant par ses richesses.
bien sûr que il lui manque la connaissance de la théogonie d'Hésiode. C'est grave. Mais il est intéressé au manga. Ah ben ça tombe bien. Parce que les mangas, eh ben figurez-vous, il y a des figures qui sont pas très loin dans les mangas des grandes figures mythiques de la théogonie d'Hésiode. Et donc peut-être qu'il y a une ligne de passage quelque part entre l'un et l'autre. Elle est pas simple, elle est pas facile, je vais avoir du mal à la trouver, mais c'est pas évident qu'elle existe pas quand même et que je peux pas la chercher. Donc je le prends amoureux des mangas et je vais le laisser spécialiste de la théogonie d'Hésiode. Ça c'est l'éducation. Donc il y a des profils cognitifs à un moment donné. Mais le problème, c'est de ne pas enfermer l'individu dans ce qu'il est à un moment donné. Pour moi. Hein. D'autres réactions? Oui, alors, il y en a plein. Alors, ce que je vous propose, c'est de les prendre toutes, là. Hein, et puis, pas seulement des questions, hein. Et puis, je prends des notes et on en débat. Moi, je suis invitée, hein, donc ceux qui veulent venir au micro. Bonjour, moi je suis professeure de français dans le secondaire inférieur et j'ai des élèves qui sont tous les jours à l'école avec leur téléphone, c'est vraiment le prolongement de leur main bien sûr, et donc vraiment quand on leur prend leur téléphone, quand la direction ou la proviseure prend le téléphone, c'est vraiment, on leur prend la chose la plus précieuse, vraiment c'est quelque chose de et ça je le vois et en même temps, j'entends ce que vous dites sur le droit des livres et ça m'effraie au possible. Et je me dis comment... Voilà, je suis un peu comme les... Je constate que c'est terrible et je vois pas trop comment en sortir. Enfin voilà, je suis juste... Voilà. Mais parce que je vois en même temps que ce ne sera pas possible de dénumériser ces enfants-là. C'est leur journal intime, c'est la chose la plus précieuse qu'ils ont. Quoi. En même temps, je ne vois pas trop comment ça. D'autres, on prend tous ceux et celles qui veulent intervenir, si vous voulez bien, compte tenu de l'heure. Hein. Peut-être, si vous pouvez, juste le temps de votre intervention, enlever votre masque. Merci. Articuler la diversité et l'équité, il faut revoir un peu la pédagogie. Nous, on pense que pour pouvoir articuler, on veut avoir de plus petites tailles classe, on veut avoir moins d'élèves par prof pour qu'ils puissent le faire, pour qu'il ait la possibilité matérielle de le faire. Mais si je vous entends, et si je fais le lien avec le premier point, vous dites aussi que notre système d'éducation en classe simultanée, en même temps, etc. Systématique. Classe simultanée, systématique. Vous dites que c'est un frein aussi. Est-ce que vous pourriez développer un peu, parce que je suppose que vous n'allez pas revenir au modèle moyenâgeux. Qu'est-ce que vous entendez par là en pratique? Est-ce que vous pouvez développer un peu? Merci. Il y avait une autre remarque qui s'est levée. Oui, par rapport au numérique, il y a l'ouvrage de Philippe Diewitz, Le débat de l'école numérique, qui est intéressant. Bien sûr, très bon livre. Par rapport au numérique, il y a la question évidemment de la fracture numérique qui est apparue de plus en plus avec l'effet Covid. Et alors, par rapport à éviter ce modèle de classe unique, est-ce qu'il faut peut-être plus une hétérogénéité au niveau des élèves? On en revient toujours à cette fameuse diversité, mixité. Comment faire diversité alors à partir du moment où le choix s'opère par rapport au choix de l'école, à l'emplacement géographique de l'école? C'est ça que je voulais dire, qui est effectivement un des critères dans lequel les populations vont mettre leurs élèves et qui est un des critères aussi prépondérants, qui est une obligation aussi en France, où effectivement vous n'aurez pas les mêmes élèves à Henri IV qu'à Clichy-sous-Bois, mais donc effectivement on voit ici que pour éviter ce modèle de classe unique, peut-être une diversité serait plus intéressante, mais en fonction de l'emplacement géographique des écoles, c'est quand même évidemment un fait que beaucoup d'écoles, et surtout des écoles à pédagogie active, sont quand même dans des quartiers riches. Ouais. C'est quand même un peu difficile d'avoir une pluralité d'élèves. Alors, il y a une question là qui va là. Il devrait être court pour que tu puisses répondre, mais allez-y. Mais moi, j'ai une question. Quel rempart opposer à la dérive managériale
de l'école aujourd'hui. Parce que bon, si on pose la question du diagnostic, vous avez été nuancé. Moi, je ne suis pas certaine qu'on ne fonde pas sur les ressources. Mais lorsque nous nous appuyons sur les ressources de nos élèves, c'est en termes managériaux, tout simplement. Et donc là, il y a un glissement de thèmes fondamentaux qui en soi, de manière intrinsèque, ne sont pas préjudiciables, mais qui le deviennent. Quand on parle de différenciation, moi je suis un petit peu atterrée de constater que, bon, dans mon école, ce sont principalement les collègues de maths, mais qui veulent développer, qui regrettent qu'aujourd'hui nos élèves n'aient pas encore reçu leur Chromebook, parce qu'ils disent que ça permettrait aux plus avancés d'aller plus vite encore. Et on retrouve cette même approche de différenciation, mais qui sera préjudiciable à l'idée du bien commun. Absolument. Et là, je ne sais même pas quel discours opposer. On est profondément démunis. Oui. Je vous en prie. Mais moi, j'avais envie de vous demander conseil. Moi, je fais partie d'une équipe de direction et je suis vraiment confrontée, justement, et je me réjouis de voir que c'est pas le cas dans toutes les écoles, à des professeurs qui s'opposent aux classes hétérogènes. Dans la mesure où, quand moi je suis arrivée, on a décidé de mettre les 2 S avec les 2 C pour les Belges. Donc les élèves qui recommencent une deuxième secondaire avec ceux qui entament pour la première fois une deuxième secondaire. Et ça a été très 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 mal perçu par les professeurs et ils continuent à travers le conseil d'entreprise par exemple de s'opposer à ça. Et donc j'ai envie je pense avoir utilisé tous les arguments que j'ai pu trouver. Alors on va continuer, rassurez-vous. Ils vont pas du tout nous faire peur, mais d'autant que je suis vraiment convaincue que c'est comme ça qu'il faut travailler. Et c'est surtout pour le bien-être de tous nos élèves, ce qui est quand même vers ça qu'on doit tendre. Et donc voilà, je ne sais pas que leur dire. Voilà, si vous avez un argument choc, je suis preneuse. Allez. C'est un petit témoignage pour votre question. Ma sœur est une éducateur dans une école à Flandre et au début du journée, tout le monde met son GSM dans une boîte qui est destinée pour ça. Et à la fin du jour, tout le monde reprend le GSM et ils partent à la maison. Et toute l'école ensemble a décidé ça. Donc c'est pour les élèves et pour les éducateurs clairs. C'est comme ça, ça roule là-bas. Et aussi pour les autres questions, j'ai vu dans quelques écoles que si tout le monde décidait quelque chose ensemble et il y a toujours discussion et un exchange entre les éducateurs, la direction et les conversations toujours disponibles pour tout le monde, ça une bonne manière de travailler avec les questions comme ça. Merci. En France, je crois que le GSM, il a été complètement illégal, c'est ça? Non. En France, il est interdit de prendre le téléphone de quelqu'un, mais il est interdit à ce quelqu'un de l'utiliser dans l'enceinte de l'école. C'est-à-dire, il le garde, la loi interdit de le lui prendre, mais la circulaire interdit de l'utiliser. Voilà. Je vais venir peut-être à la question du GSM. Juste avant, dire que mon ambition n'était pas tellement de vous donner des réponses, c'était de vous aider à poser des questions, les questions que je me pose. Alors, sur la question du collègue, qui rejoint d'ailleurs ce que vous avez dit, sur comment prendre en compte la diversité et l'individualité, nous voulons des classes, et c'est tout à fait légitime, moins nombreuses, et je partage totalement cette ambition qui est tout à fait nécessaire. J'ai dit que je suis hostile aux classes homogènes ou hétérogènes comme mode de regroupement systématique. Alors,
Mais là, c'est pas la solution, c'est ma position, donc elle est discutable. Hein. Moi, ce que j'ai proposé à plusieurs reprises et ce que nous avons expérimenté, l'expérimentation que je suis en France repose sur ce que nous appelons les unités pédagogiques fonctionnelles. C'est-à-dire, c'est un regroupement d'environ une centaine d'élèves. C'est-à-dire l'équivalent de 3 à 4 classes habituelles, qui sont confiées à un groupe de professeurs, qui est un groupe de professeurs qui n'a que ses 100 élèves en responsabilité. Ce groupe de professeurs a chacun un quart des élèves d'une manière hétérogène. Et ce groupe de professeurs a la possibilité, quand il le veut, de regrouper les élèves autrement, d'une manière homogène, en fonction des besoins, des difficultés, des activités ou des choix qu'il peut proposer aux élèves. C'est-à-dire que l'idée que nous avons développée, c'est que pour sortir de la prolétarisation dont je parlais et pour mettre les professeurs en position de responsabilité, on leur donne un groupe d'élèves, on leur dit « vous avez ce groupe d'élèves pour X heures, maintenant, évidemment, à la fin de l'année, il faudra que les heures de toutes les disciplines aient été faites, mais en cours de l'année, rien ne vous empêche à certains moments qu'un professeur prenne les 100 élèves tout seul pour faire une belle conférence sur les volcans, je dis n'importe quoi, hein, volontairement, et puis qu'à la suite de ça, vous soyez là pour prendre des groupes de 10. Et puis régulièrement, vous prendrez votre groupe de 25 pour faire le point sur des choses. Moi, ce que je constate, c'est que le fait d'avoir figé une bonne fois pour toutes la forme scolaire, ça infantilise les enseignants, ça infantilise les élèves et ça bloque, parce que ça fait soit des classes hétérogènes avec des écarts qui se creusent, soit des classes trop homogènes avec le phénomène que vous décriviez tout à l'heure, l'espèce on tire vers le bas. Et que je vois pas pourquoi on resterait figé sur une organisation qui date de Guizot, qui n'est pas mon modèle idéologique préféré, hein, alors qu'on pourrait imaginer des organisations plus souples. Alors, je crois qu'il faudrait maintenir des classes homogènes comme groupe de référence des élèves, c'est le groupe de relations, etc. Je crois qu'il faudrait pouvoir introduire des groupes de besoins, de niveaux, d'ateliers, où les élèves se répartissent ou sont répartis autrement, et je crois qu'il faudrait, à l'intérieur de cela, développer massivement les situations d'entraide. C'est-à-dire les situations où des élèves qui ont compris expliquent à d'autres. Parce que je crois que ces situations d'entraide sont extrêmement porteuses de réussite scolaire, à la fois pour celui qui explique et pour celui à qui l'on explique, et que l'on se prive d'énormément de ressources en n'utilisant pas et en ne multipliant pas ces situations d'entraide. Toutes les études et toutes les recherches sont unanimes, et elles sont rarement unanimes, sur le fait que quand un élève qui a un peu mieux compris, ou même qui n'a pas vraiment mieux compris, est en situation d'expliquer à un autre, il comprend encore mieux. Parce que la difficulté de compréhension de l'autre l'oblige à investiguer son propre savoir. Toutes les études montrent que nos élèves ne parlent pas assez dans les classes, c'est-à-dire ils bavardent, mais qu'ils ne parlent pas au sens où ils ne reformulent pas suffisamment ce qu'ils ont appris. Or, la reformulation orale, c'est la meilleure des manières de s'approprier quelque chose. Camus disait, c'est ce que dit toujours mon collègue Portois, si tu veux apprendre quelque chose, commence par l'enseigner. Bon, commence par essayer de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faudrait pouvoir avoir un système avec... Alors pourquoi je dis unité pédagogique fonctionnelle? Parce qu'on a mené des travaux assez poussés sur les effectifs et sur ce qui est l'échelle qui permet à la fois que tout le monde se connaisse et qui ait assez d'interaction pour que ce ne soit pas trop limité en termes communauté. Et on dit que globalement, ça va de 80, 60 pour les tout petits, 80 pour les élèves de 10 ans, jusqu'à 120 pour les élèves de 15 ou 16 ans. On sait aujourd'hui que ce chiffre-là représente un peu un optimum parce que il y a de la diversité, il y a de la richesse, c'est pas trop enfermant et en même temps c'est pas trop vaste. Et on sait que si sur ces 120 élèves, on a 8 enseignants qui leur sont exclusivement consacrés, que ces enseignants travaillent ensemble,
qu'ils s'emparent eux-mêmes de leur travail, qu'ils décident au fur et à mesure et en fonction de ce qu'ils observent, de les regrouper de telle manière ou de telle autre, alors on crée des dynamiques qui sont bien supérieures à celles du découpage taylorien traditionnel de la classe homogène et de la forme scolaire. Je m'arrête là-dessus. Je dis pas que c'est la solution, je dis que c'est la perspective que moi j'ai étudiée et expérimentée, mais je reconnais qu'elle est difficile parce qu'elle bouleverse un petit peu les habitudes, qui sont celles de la même classe toute la journée, voilà. Avec en général des enseignants qui n'ont pas les mêmes classes, qui ont du mal à se connaître, à travailler en commun et ainsi de suite. Donc faire varier les types de regroupements et aller vers le travail d'équipe aussi pour sortir des dérives managériales dont a parlé la collègue. Parce que je suis très très d'accord avec ça. Une des astuces du libéralisme, c'est de récupérer un certain nombre de nos idées progressistes et de nous les revendre sur la forme d'un libéralisme ultramanagérial. C'est le cas de la notion de projet, de tout un tas de notions comme ça, mais c'est pas le moment de l'étudier. Mais il faut lutter contre ça. Et la seule manière de lutter contre ça, c'est que les acteurs décident. C'est que on sorte du management, justement. Le management, ça vient de manège, c'est chevaux. C'était les chevaux. Le management, c'est faire tourner les chevaux dans le manège, étymologiquement. Donc on nous manage, on nous fait tourner dans le manège. Arrêtons d'être managés et prenons notre vie en main, et prenons notre métier en main. Moi, voilà ce que je défends. Sur le GSM, ça c'est une question très compliquée. J'ai bien entendu ce qu'a dit la collègue, j'ai pas de réponse. Je partage le diagnostic à 100%. 100%. Les statistiques sont extrêmement préoccupantes. Extrêmement préoccupante. On a des enfants qui, à l'âge de 5 ans, sont déjà à plus de 7 heures d'écran par jour. On sait que c'est pas possible que ça n'ait pas d'effet, y compris d'effets physiologiques. Il y a ce qu'on appelle l'élagage neuronal, enfin toute une série de choses qui montrent que les capacités d'attention diminuent, que les risques d'être dyslexique augmentent considérablement et ainsi de suite. Bon. C'est un problème énorme. On a chez des adolescents, des enfants, des jeunes, qui pendant les vacances de la Toussaint, nous on a 15 jours de vacances à la Toussaint au début novembre, il fait froid, il fait nuit tôt, il n'y a pas de colonie de vacances, il y a très peu de centres sociaux et de choses comme ça. On a des pointes de 17 heures par jour d'écran. Des pointes de 17 heures par jour d'écran. Ils se lèvent le matin à 8 heures, ils se couchent à minuit. Ou à 1 heure du matin et ils sont devant l'écran toute la journée. Ça ne peut pas ne pas avoir des effets addictifs terribles. Alors, le collègue a raison, on peut décider ensemble, profs et enseignants, qu'on laisse notre portable ici. C'est vrai. Moi, j'ai tendance à penser que les interdits sont utiles, mais qu'ils ne sont pas suffisants. C'est-à-dire que si on n'offre pas à ces enfants autre chose que le portable, si pendant les vacances de Toussaint, on met pas en place des terrains d'aventure au bas des immeubles, si on met pas en place des centres sociaux, si on n'ouvre pas les écoles le week-end pour que les gamins puissent faire des ateliers, discuter ensemble et faire du théâtre, etc., etc., ils resteront devant les écrans. Donc, qu'on fasse un travail de règlement intérieur, comme l'a dit le collègue, qu'on suspende l'usage des écrans, moi je suis très favorable. Je suis contre l'écran avant 5 ans d'une manière mais radicale. Avant 5 ans, c'est criminel de mettre des enfants plusieurs heures par jour devant des écrans. Bon. Mais après, et en particulier pour les ados, je pense qu'il suffit pas de leur dire ne va pas sur ton portable, il faut leur offrir quelque chose qui leur donnera la possibilité de trouver du lien, de sortir de la solitude. J'étais il y a quelques jours dans une structure médico-sociale qui accueille des enfants qui ont été victimes de harcèlement, des enfants ou des jeunes filles en particulier qui ont fait des tentatives de suicide à la suite de persécutions sur les réseaux sociaux, des garçons qui ont fait des fugues, etc. Effectivement, le principe, c'est qu'on leur enlève leur portable. On le laisse quelque part et ils ne touchent plus.
c'est compliqué, c'est difficile pour eux. Mais ce qui leur permet de s'en sortir, c'est qu'on les fait jouer. C'est-à-dire, on leur offre autre chose. Il faut leur offrir autre chose. Et donc là, dans cette structure, ils leur proposent des tas de trucs. Pour les gamins, dans la cour, il y a en permanence des tas de palettes, des outils, ils construisent des cabanes. Pour les ados, il y a des tas d'ateliers, de terre, de poterie. Il faut leur offrir autre chose. On peut pas se contenter d'interdire l'écran ou de limiter l'usage de l'écran. Il faut proposer une alternative aux écrans. Et là, je fais un clin d'œil à mes collègues des CMEA qui sont là, hein. Nous, dans les CMEA, nous travaillons, par exemple, sur les terrains d'aventure, nous travaillons sur toute une série de domaines qui sont des alternatives à la pacification des écrans. Et j'écris pacification avec 2 S, hein, c'est-à-dire les écrans qui pacifient, pas qui font la paix, mais qui rendent passifs, qui rendent addicts, qui mettent sous emprise des enfants qui perdent toute autonomie, toute capacité d'initiative et qui rencontrent sur les écrans le pire de l'humanité quand même. Parce que on parle beaucoup des écrans, mais on parle peu des contenus des écrans. Mais les contenus, c'est la porno. Les contenus, c'est en 3 clics une décapitation par le djihad. Hein, 2 clics même, ça suffit pour voir une décapitation. Et une décapitation, c'est pas très rigolo à voir. Et tous les gamins, ils l'ont vu. Hein, il faut aussi évoquer ce caractère dramatique des contenus. Et puis, il faudra parler des écrans de télé aussi, parce que si l'addiction au portable est telle, c'est qu'un certain nombre d'enfants sont maintenus dans l'assujettissement à la télévision, qui est utilisée comme mode de garde dans l'enfance. Et ça nous renvoie à une question qui n'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui, qui est la question du soutien à la parentalité. Il est évident qu'il y a tout un travail à faire pour soutenir la parentalité et que les parents ne se débarrassent pas vers les écrans de leurs responsabilités éducatives. Je m'arrête là parce que l'heure est dépassée et que nos collègues doivent partir. Merci de votre attention, de votre patience. Bon courage, bon courage. Je voulais aussi évidemment vous remercier. Et j'aimerais bien remercier aussi les traductrices qui ont travaillé là tout au... Merci pour votre participation à cette journée de la paix et à bientôt.